Nous avons déjà parlé il y a 2 mois de la maison Autric de Schaerbeek, chez Bruxelles, un hôtel particulier de style Art Nouveau bâti par Victor Horta en 1893 pour son ami Eugène Autric, qui était ingénieur chez Solvay. Alors, le jour où les propriétaires de ce véritable bijou décidèrent de vendre, c'était il y a une bonne dizaine d'années, le dessinateur François Scheuten, dont on connaît les cités obscures, et son ami scénariste Benoît Peters réussirent à convaincre la commune de Schaerbeek de racheter l'immeuble pour le restaurer et en faire un musée qui a déjà reçu plus de 100 000 visiteurs. Mais voilà, tout passe et l'immeuble mérite un nouveau coup de frais. On va donc le fermer le temps des travaux et l'annonce de cette suspension a fait l'objet d'une conférence de presse à laquelle assistaient, bien entendu, les principaux intéressés. C'était l'occasion pour Actu TV de rencontrer Benoît Peters, qui est devenu entre-temps un spécialiste mondial d'Hergé, un des scénaristes de BD les plus célèbres de France, un éditeur, un écrivain, un essayiste et le président des derniers états généraux de la BD au tout récent festival de la bande dessinée d'Angoulême. Il y a un petit temps qu'on avait envie de vous rencontrer parce que nous nous intéressons dans cette émission à la BD, on passe l'un et l'autre, et que vous êtes quand même un des grands spécialistes d'Hergé. On peut dire ça comme ça. On peut le dire, j'ai rencontré Hergé pour la première fois en 1977. Il n'imaginait pas que je travaillerais aussi longtemps sur son œuvre, mais c'est vrai que je ne m'en suis pas lassé. Et j'ai écrit plusieurs livres, et j'ai participé à des expositions, à des films, et ça reste une grande passion pour l'artiste et pour son œuvre. Stéphane Stéman vient de mourir. Il était également un grand passionné d'Hergé. Vous l'avez bien connu ? Quand je préparais du vivant d'Hergé vers 1980-82, le monde d'Hergé, j'ai eu beaucoup recours à la collection de Stéphane Stéman, qui était la plus grande collection à l'époque et qu'il montrait avec beaucoup de générosité. Donc, beaucoup des documents, notamment par exemple les collections du Petit 20e, etc., que les gens découvraient à travers ce livre, c'est grâce à Stéphane Stéman que j'ai pu les montrer. Hergé lui-même n'était pas du tout un conservateur de ses propres documents, il n'était pas tenté de racheter des collections de journaux, et Stéphane Stéman disait toujours, mais enfin, il y a ceci, cela. Plus tard, les collections des studios Hergé pour le musée se sont enrichies, et notamment ils ont récupéré la collection complète de Stéphane Stéman. Ici, on est dans la maison Autric, qui a été construite donc vers fin 19e par Horta. Et vous avez, fait pas une biographie, une étude sur Horta. Horta fait partie des personnages qui me passionnent, qui me fascinent. C'est vrai que j'ai des curiosités éclectiques. Horta est un personnage difficile, on l'appelait l'archi-sec. Et c'est vrai que c'est un tempérament exigeant, perfectionniste, qu'on sent dans son architecture, mais ce n'était pas un bonhomme facile. Mais je me suis intéressé à l'évolution de sa trajectoire, c'est-à-dire tout ce flamboiement Art Nouveau qui commence avec la maison Autric, où on se trouve, vers 1893. C'était les premières qu'il a construites pour un individu, pour un ami, Autric. Voilà, c'est les débuts, et puis il y a l'hôtel Tassel, et puis la maison du peuple, malheureusement démolie, et toute une série d'autres maisons remarquables. Et tout ça s'arrête vers 1910, donc c'est sur une petite vingtaine d'années, un peu moins de 20 ans qu'il y a cette création Art Nouveau, le choc de la Première Guerre mondiale qui va le casser, l'exil aux États-Unis, et quand il revient, il va faire une architecture d'un tout autre type. Cette ambiance Horta, on la retrouve comme grosso modo chez François Scheutens, et François Scheutens, vous êtes un ami d'école en fait. Alors avec François, nous nous sommes connus à l'âge de 12 ans. Ben voilà. On était sur les bancs de la même école. On ne jouait pas beaucoup au foot, on faisait un petit journal ensemble surtout. On échappait l'un et l'autre au foot. On allait visiter des expositions avec son père qui était architecte et peintre. On était un peu intéressé par les questions artistiques. C'est vrai que son père était un architecte important, qui a beaucoup influencé François, qui faisait passer le travail de dessin avant les devoirs scolaires. Et puis, on s'est retrouvés, François et moi, après s'être perdu de vue pendant quelques années, on s'est retrouvés à l'âge de 20 ans, et j'avais déjà publié deux petits romans. François avait publié ses premières bandes dessinées dans Métal Hurlant, et nous avons commencé ensemble ce travail. Et le premier album qu'on a fait, Les Murailles de Saint-Mary's, eh bien la toute première exposition de planches que nous avons faite, c'était au musée Horta.
Donc vous voyez, le lien avec Horta est très ancien. Et donc un jour, en passant chaussée de Actes, j'ai vu cette maison qui était à vendre. J'ai dit à François, il faudrait faire quelque chose. Il dit, quoi, tu veux l'acheter? Je dis, non, on n'a pas les moyens, mais il faudrait faire quelque chose. Elle est à l'abandon. Et donc la commune de Scarbeck a acheté la maison. Elle a été rénovée de fond en comble. Et surtout, nous avons voulu l'aménager, l'ouvrir au public, de la cave au grenier. Et maintenant, on va... maintenant, cette maison va entrer dans une deuxième phase, maison Autric 2.0, puisque elle a ouvert au public il y a 10 ans. Voilà. Là, elle va subir un certain nombre de travaux. Nous espérons collecter un peu de fonds aussi pour un réaménagement scénographique, donc vraiment une évolution, une transformation, parce que c'est vrai que ce genre de lieu culturel, très aimé, la maison est dans beaucoup de guides, etc., mais ça reste malgré tout très difficile sur le plan financier. C'est un pari de chaque année. Votre actualité, je pense, c'était aussi Angoulême. Vous avez présidé, je ne sais pas comment ça s'appelle, les États généraux de la bande dessinée, c'est ça? Parce qu'il y a un très très gros problème, et là je crois que vous avez vraiment tapé du poing sur la table. Hein. Il y a eu une manifestation, il me semble avoir reconnu Juillard, André Juillard, parmi les manifestants. Il était passé dans l'émission en janvier, tout de suite je l'ai reconnu. Et vous aussi, évidemment, quoique on ne se connaissait pas encore. Alors, quid, quoi, comment? Parce que j'ai vu des chiffres affolants. Écoutez, grosso modo, on peut dire que artistiquement la bande dessinée va bien, mais que économiquement, elle ne va pas forcément si bien que ça, et surtout que les auteurs sont fragilisés. Donc nous avons voulu, à la fois, il y a eu des aspects de protestation, avec cette marche des auteurs, qui était quelque chose d'un petit peu unique, dans la rue Hergé, au centre d'Angoulême, mais aussi, par-delà la protestation, le but des États généraux, c'est une meilleure compréhension, une analyse de la situation, avec les éditeurs, avec les libraires, avec les bibliothécaires, pour essayer de comprendre ce qui se passe et comment ça pourrait se passer encore mieux. Aussi, hein. Il y a surproduction. On peut dire qu'il y a une surproduction. Parce que j'ai vu des chiffres, mais je ne sais pas s'ils sont exacts, que bon, il y avait peut-être 700 ou 800 BD qui sortaient il y a 20 ans, et que maintenant il y en a 2000. Même plus. Maintenant, il y en a plutôt 5000 oui, donc ça a été multiplié par 7, avec les mangas, avec les rééditions, mais dans un marché qui n'a pas vraiment grandi, donc ça veut dire que chaque bande dessinée se vend en moyenne moins, et que les auteurs, quelquefois, souffrent beaucoup, beaucoup vivent vraiment de manière très très précaire, et donc il y a là quelque chose de préoccupant. Et si on veut que le talent de demain puisse se développer, puisse mûrir, puisse travailler avec perfectionnisme, il faut que les auteurs vivent dans des conditions un peu meilleures. Moi j'ai vu 1300 professionnels, dont 50 seulement, il me semble que les chiffres viennent de vous, peuvent vivre décemment. Non, 50 vivent très bien, peut-être que 200 ou 300 vivent correctement. Que voulez-vous? On est dans un monde qui croit très peu à la culture. Je pense que la culture garde un potentiel énorme. L'Europe ne s'en rend pas compte. Elle est aveugle. Tant pis pour elle, mais hélas, tant pis pour nous.